Ok, donc première question, peux-tu décrire les différents niveaux d'études dans le système éducatif français, expliquer les principales caractéristiques en termes d'âge ou autres facteurs? Donc le système éducatif français est obligatoire pour les enfants de 3 à 16 ans. On commence par la maternelle, 3 ans d'école maternelle, donc de nos 3 ans jusqu'à nos 6 ans à peu près. Donc on commence des apprentissages, en fait c'est simplement l'intégration qui se fait ici des jeunes. On commence tout doucement à parler un peu de langage, de lettres, mais on n'apprend pas encore l'écriture ou la lecture. C'est beaucoup centré sur le jeu. À 6 ans à peu près, on commence l'école élémentaire. Cette fois on a 5 années. Donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2. À partir du CP, on commence à enseigner la lecture, l'écriture. Et puis progressivement, on va intégrer mathématiques, les langues vivantes dès le CP aussi, donc l'anglais en général, même si ça peut aussi être l'espagnol ou l'italien, tout dépend où on se trouve. Et ensuite des matières comme les sciences naturelles, histoire, géographie, les arts, le sport. Voilà. Après cela, on arrive au collège, 4 années au collège, 6e, 5e, 4e, 3e, on compte à l'envers. Et donc les matières sont plus ou moins les mêmes. On intègre la physique, chimie et la technologie aussi, choses qui ne sont pas forcément faites en primaire. Très progressivement, on intègre aussi une deuxième langue vivante. Donc en général, du coup, souvent la première étant l'anglais, on se retrouve avec allemand, italien ou espagnol. Dans certaines écoles, on peut avoir de la diversité en fonction des professeurs. On peut avoir parfois du chinois, du russe, du portugais. À la fin de la 3e, on passe un examen qu'on appelle le brevet des collèges. Donc partie écrite en français, maths, histoire, géographie, et une partie orale. On a besoin de ce diplôme pour pouvoir accéder au lycée, qui sont donc les 3 dernières années. On a la seconde, première, et on termine par la terminale. Donc nos 3 années de lycée, la seconde est assez générale. On a aussi bien sûr le choix de partir dans des écoles professionnelles, ou alors du coup sinon générale, où on a toujours les mêmes matières, hein, maths, français, les langues, les sciences humaines, les sciences naturelles. Souvent on peut choisir une petite spécialité déjà pour s'aider un petit peu, parce qu'ensuite on va faire des choix beaucoup plus restreints. On va essayer de se spécialiser à partir de la première. Donc on va avoir toujours un tronc commun obligatoire qui est à base de maths, français, anglais, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite on va pouvoir choisir tout un panel de matières. Donc si on veut faire plutôt, donc à l'époque on avait des menus entre guillemets, hein, S scientifique, S économique, social, littéraire. Maintenant on choisit nos cours, donc ça ressemble plus ou moins à ce qu'il y avait à l'époque, mais on peut prendre sciences naturelles et économie si on veut. Voilà, donc on choisit nos cours. Et en terminale, on va avoir une partie de l'année pour passer pour l'examen final qui s'appelle le baccalauréat, une partie en contrôle continu et une partie d'examens finaux, avec notamment l'introduction de la philosophie en terminale aussi, obligatoire, et la fin du français puisqu'on passe l'examen de français en première. Ok, donc deuxième question, comment fonctionnent les différents bureaux de gestion des établissements scolaires en France? Alors, à l'école primaire, on a un directeur, une directrice qui vient s'occuper de la gestion de toute l'école. Soit, en fonction de la taille de l'école, il est en temps plein directeur. Si c'est une plus petite école, on va dire qu'il a une décharge. Donc, il a une classe, mais 1 ou 2 jours par semaine, il va être déchargé de sa classe pour pouvoir s'occuper de l'administratif, en fait. Hein, voilà. Les absences, les correspondances avec les parents, les budgets et les projets d'école, toutes ces choses-là. Quand on arrive au collège-lycée, on va avoir, parfois les établissements sont séparés, donc on peut avoir un directeur pour un collège, un directeur pour un lycée, parfois c'est ensemble, donc on va avoir un chef d'établissement qui gère le tout, en fait, et ensuite on va avoir des directeurs par pôle, donc un directeur au collège, un directeur au lycée. On peut avoir aussi, si on descend encore un peu en dessous dans la hiérarchie, on peut avoir des professeurs référents par niveau scolaire, en terminale première, seconde, souvent, c'est le cas. On va aussi avoir le CPE dans l'école. Lui, il est là pour s'occuper principalement à l'origine des emplois du temps. Il gère aussi les absences des élèves, c'est vers lui qu'on va se tourner en cas de retard. Des conflits au sein des élèves dans les écoles, des conflits d'emploi du temps, ces choses-là. Troisième question. Quels sont les piliers d'éducation française tels que définis par le système éducatif? Donc je vais faire un petit peu la pyramide du système éducatif en France. Donc tout part du ministère de l'Éducation. À la tête de ce ministère de l'Éducation nationale, on a le ministre.
En dessous, on va avoir un système aussi académique. Chaque académie a un rectorat, avec un recteur qui va s'occuper de tout le système, que ce soit secondaire, primaire, supérieur. Tout est géré par ces rectorats. Voilà, on délègue un petit peu dans toutes les régions de France, les régions académiques. Donc, dans ce rectorat, on va avoir plusieurs pôles. On va avoir ce qu'on appelle la DSDEN. Lui, c'est le pôle qui va s'occuper des enseignants, des élèves, voilà, de tout ce qui s'occupe vraiment l'école à proprement parler. À l'intérieur de ça, on va avoir les inspecteurs, par exemple, de l'éducation nationale, les professeurs, les élèves, tout ce genre de contact qui se fait vraiment avec l'enseignement scolaire. On va avoir d'autres pôles vraiment très diversifiés qui vont être en lien avec l'éducation, mais qui vont toucher aussi à d'autres choses, comme par exemple, on va avoir des délégations internationales et régionales qui vont s'occuper des mobilités entre les professeurs, des mobilités élèves. On peut avoir des pôles comme ce qu'on va appeler le CASNAV, lui qui va s'occuper de l'intégration des élèves issus de l'immigration, notamment avec tout ce qu'on appelle les classes par lire parfois, ou j'ai oublié le nom, UPE2A, les classes UPE2A, où on enseigne le français aux élèves issus de l'immigration à temps partiel, on va dire, pour qu'ils puissent s'intégrer plus facilement dans leur classe. On a encore bien d'autres pôles dans ces rectorats, voilà. Ensuite, on a en dessous du coup de ce rectorat qui va gérer tous les professeurs, on va avoir les inspecteurs, les professeurs et les écoles. Quatrième question. Quels sont les avantages d'étudier dans les universités françaises? As-tu des programmes universitaires à suggérer aux assistants de langue? Un avantage majeur de l'enseignement en France, c'est qu'il est gratuit, presque gratuit. Même si pour les étudiants internationaux, on paye un petit peu, ça reste quand même des prix abordables par rapport à d'autres pays où l'enseignement est vraiment très très cher. Donc ça, c'est quand même une des plus belles choses de notre programme, c'est d'avoir accès à cet enseignement de manière presque quasiment gratuite. On a affaire, comme dans toutes les universités du monde entier, à des professeurs très compétents, doctorants, donc des cours de qualité forcément. On peut avoir des programmes plus ou moins chargés, mais assez diversifiés. On va avoir en général entre 8 et 10 cours, donc on est vraiment assez polyvalent. Donc ça, c'est aussi intéressant. Des programmes intéressants qu'on a à l'université, bien sûr, le programme Erasmus, qui est un programme européen, qui permet d'aller étudier dans des universités partenaires, de faire un échange. Ça, c'est un programme très très intéressant, très important, qui est vivement recommandé. Beaucoup d'étudiants essaient de le faire. Un autre programme, du coup, qui est très intéressant et qui est aussi proposé dans les universités, souvent, c'est ce fameux programme d'assistanat, en fait, simplement, qu'on propose beaucoup aux étudiants français. Est-ce que j'ai d'autres programmes? Je dirais que ce sont les deux programmes majeurs, avec Erasmus, qui a effectivement qui a le monopole. C'est le plus grand programme qui est proposé. Après, bien sûr, on a des programmes de stage d'été, des choses comme ça. Mais voilà, je m'attarderai pas trop parce que je les connais moins. Des universités à recommander, je dirais qu'il n'y a pas de sous-universités. Les universités sont toujours des établissements de prestige. Donc, peu importe où on va, on ressort avec un diplôme de qualité. Bien sûr, quand on entend une université de prestige, on pense tout de suite à Sorbonne, Paris, qui a très très belle réputation. Mais au-delà de ça, des super universités, on en trouve à Lyon, par exemple l'université Lyon 3, l'université Lyon 1 aussi, dans le domaine scientifique, qui est une très belle université, l'université de Bordeaux, qui est aussi très très réputée. Je pourrais aussi parler de celle de Toulouse, ou même de Strasbourg. Lille aussi. Voilà. Venir étudier en France, c'est pas forcément venir étudier en français. On a effectivement beaucoup de facultés dans une université de droit, de langue, de l'administration des affaires, commerce évidemment aussi. Mais on trouve aussi parfois dans certains établissements, on a la possibilité d'étudier intégralement dans une autre langue. Le plus souvent en anglais. Je m'y connais très peu, mais par exemple à Lyon, on peut venir une année complète étudier en anglais. C'est possible. On a un programme qui s'appelle le programme SELF, et donc les étudiants viennent en échange, mais étudier en anglais les matières qu'ils le souhaitent. Donc c'est possible.